Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'un endroit où aller, qui est une soirée spéciale voyage et évasion, où ce soir nous recevons Marc Wiltz, qui est fondateur, éditeur et écrivain, alors fondateur des éditions Magellan et compagnie. Vous êtes aussi éditeur et écrivain, c'est bien ça Marc? Je me Et trompe pas? libraire. Et libraire aussi, voilà, un confrère, donc c'est bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qui sont et que sont les éditions Magellan et compagnie? Alors, ce sont des éditions que j'ai montées il y a maintenant 20 ans, en 1999 pour être précis. Et en 20 ans, on a publié à peu près 400 ouvrages, tous liés au thème du voyage, qui est le thème qui m'intéresse depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai fait mon premier voyage avec mon papa et ma maman en Grèce sur les traces de la mythologie. Et ça m'a tellement inspiré que j'ai voulu devenir membre de ce grand réseau de la littérature et du voyage. Et j'ai fini par monter une maison d'édition liée au voyage qui s'appelle Magellan et compagnie et qui s'appelle de ce nom-là, pour être très précis encore, en hommage au navigateur portugais dont on fête en ce moment le 500e de l'expédition, qui est la première circumnavigation autour du monde et qui a mis fin par l'exemple au mythe de la Terre plate que d'aucuns aujourd'hui encore prétendent être la réalité. Donc voilà, donc la maison d'édition, c'est lié au voyage à 100% et quand on est en forme, un peu plus. Et voilà, il y a un petit peu toutes les formes de voyage, à l'exception des guides. Il y en a d'autres qui font ça bien, des petites maisons comme Gallimard par exemple. Et je n'ai pas du tout envie de faire du guide de voyage. Par contre, donner la parole à des gens qui ont des expériences, qui font des récits, qui font du documentaire, qui dessinent, qui prennent de très belles images de la photo. Voilà, nous on est autour de le credo de la maison, c'est la curiosité du monde. Et voilà, c'est juste passionnant depuis Est-ce 20 qu'on peut ans. dire que vous êtes dans les beaux livres, en fait, c'est ça, hein? On est dans le créneau des beaux livres et pas des guides de voyage, hein, que ce soit bien clair pour les lecteurs qui nous écoutent. On est vraiment dans du beau livre avec de la photo, avec des dessins, comme des carnets de voyage un petit peu. Si je vous... Voilà, ben on est quelques-uns et plus beaucoup à faire du carnet de voyage. Moi, j'en ai publié une bonne soixantaine, donc de carnets d'auteurs dessinateurs. On a fait quelques livres de photos et on a fait beaucoup de récits, alors des récits anciens ou des récits modernes. Alors, je ne sais pas quand je voulais que je présente quelques-uns Quand des livres, vous voulez. mais Ouais. on a un des derniers qui est sorti, pour vous donner un exemple. Je me tourne. C'est bien parce que quand vous êtes dans un bureau d'éditeur, il y Voilà. a les livres portés de main. Par exemple, on a sorti en fin d'année dernière, avant le Ouais. confinement, on a sorti un livre sur l'aéropostale par une dessinatrice qui s'appelle Vivi Navarro, qui habite à Sète. Et c'est toute l'histoire de l'aéropostale avec des très très beaux dessins et avec un hommage à un grand personnage qui a grosso modo inventé l'aviation civile, qui s'appelle Monsieur Latécoère. Voilà, donc c'est un hommage avec des beaux dessins de Vivi. C'est un gros beau livre et tous les passionnés d'aéronautique à l'ancienne devraient avoir déjà acheté ce livre, évidemment. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que vous faites des livres pour la jeunesse, j'ai vu sur votre site. Ça, c'est important. J'ai vu des Voilà, livres sur les animaux totems. Il me semble que j'ai vu passer ça. depuis plusieurs années, j'ai même recruté quelqu'un, Hélène Phoenix, qui travaille avec moi depuis 3 ans maintenant, spécialement pour s'occuper du développement de la jeunesse, parce que de la jeunesse chez nous, hein, parce que ça me paraît quelque chose de très important. Moi, j'ai envie de partager avec toutes les tranches d'âge, y compris les plus petits. Alors, on ne fait pas les tout petits, hein. On fait à partir de 3-4 ans, quand on commence à ouvrir les yeux, à être curieux, à toucher, à essayer de comprendre, à commencer à lire. Et là aussi, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, il y en a un qui est J'ai parlé tout à l'heure, ouais. qui est une absolue merveille. Claire Leroy, qui est une dessinatrice, a voulu rendre hommage dans ce livre qui s'appelle Mon animal totem aux animaux blancs, aux animaux noirs et aux animaux noirs et blancs. Et c'est juste merveilleux ce qu'elle a réussi à faire. Et nous, éditeurs, on est absolument contents
de montrer ce genre de choses avec. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On voit très bien, on voit très bien les œuvres. Ouais. Voilà, alors. Ce sont des dessins, hein, ouais. Oui, dessins et puis avec les caractéristiques de chaque animal. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire en Illus et ce qu'on peut faire aussi en récit. On a lancé nos 3 premiers volumes de romans jeunesse à partir de 9 ans, on va dire. Ça, c'est carrément incroyable. Nicolas Michel, qui avait eu le prix Goncourt du premier roman il y a une quinzaine d'années, a fait chez nous un livre qui s'appelle Cristobal Speranza, qui est une histoire absolument abracadabrantesque d'un pirate autour du monde. C'est très, très beau. C'est franchement extraordinaire ce qu'il a fait. L'Arbre des voyageurs, c'est un conte où un petit garçon essaye d'expliquer à son père qu'il faudrait qu'il arrête de massacrer la forêt primaire à Madagascar. Donc c'est aussi quelque chose d'important aujourd'hui. Alors on le fait pas pour être dans l'air du temps, hein. Peu importe. Nous on le fait parce que ça nous intéresse. Et l'auteur, Monsieur Freland, qui est devenu un de mes amis, il a écrit un conte qui peut se lire à tous âges. Et ça parle de Madagascar, qui est un pays. Donc c'est le voyage de tourner quelque part un peu pour les enfants. Voilà, on voyage autour du conte, d'accord. On décrit les pays, on décrit les thématiques, on rentre dans des univers et c'est très très fort. Et le dernier qui vient de sortir s'appelle La Voix des loups. Alors les loups, ça c'est pareil pour les enfants, ça fait toujours fantasmer. Et puis c'est un animal qui ne ressemble pas à l'image désastreuse qu'il a. Mais c'est aussi un symbole de liberté. Donc voilà, c'est un peu sur les 30 ou 40 titres jeunesse qu'on a publiés, deux exemples précis. Alors moi j'ai une question toute bête. Si on veut acheter un livre de vos éditions, alors on peut venir dans votre librairie qui est rue Ramet dans le 18e à Paris. Mais oui, venez nombreux. Où est-ce qu'on peut trouver? Vous êtes distribué partout? Comment ça se passe? Alors, on est distribué dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. On a un bon distributeur, un bon diffuseur avec lequel on s'entend bien, qui a beaucoup travaillé sur notre fond depuis qu'on est chez lui. Et donc, normalement, tous les libraires un peu qui ne veulent pas forcément faire que du Hachette, ils peuvent trouver tous nos ouvrages sans exception. Tous nos ouvrages sans exception passent chez les libraires qui le veulent bien. C'est eux qui sont maîtres de leur fonds, et tant mieux pour ça. Après, il faut qu'ils essayent de trouver aussi un peu de place pour les libraires, les éditeurs indépendants que, avec quelques autres, je représente. On va un peu revenir sur votre parcours. Comment on devient éditeur de voyage, de livres de voyage Parce que je crois savoir que vous, c'est le voyage et le spectacle, hein, vos deux domaines de prédilection, hein, si je ne me trompe pas. Alors, paradoxalement, je n'ai pas fait d'études de lettres, j'ai fait des études de commerce. Et paradoxalement, ça me sert énormément parce que j'ai appris quelques rudiments de gestion, quelques rudiments de droit, quelques rudiments d'économie qui me permettent, et depuis 20 ans que la maison existe, de tenir debout contre vents et marées. Et en ce moment, le vent souffle assez fort. Donc pour moi c'était important d'avoir cette assise-là de chef d'entreprise, parce que je suis un chef d'entreprise. Petite, hein, toute petite comme ça, mais à ma main. Et comment on devient éditeur de voyage, c'est juste passionnel. Ça ne peut pas être autre chose que passionnel. Je vous disais un peu sous le ton de la plaisanterie que depuis mon premier voyage avec mes parents, j'avais 13 ans, mais je suis tombé en amour profond, en amour sans retour sur la mythologie grecque. Et je pense que cette mythologie grecque autour du personnage d'Ulysse, et je ne suis pas le seul, loin s'en faut, à en être inspiré, mais je crois que pour moi, ça a tout conduit quelque part, d'abord inconsciemment et maintenant tout à fait consciemment. Alors, je crois savoir, vous avez à peu près 250 titres à votre catalogue, ou peut-être un peu plus 400, depuis. 400, ça y est, oui, 400. Mais alors, vous balayez tous les continents, tous les pays, où il y a des lieux qui ne vous intéressent pas pour faire des livres de voyage?
Alors, tout nous intéresse. Après, tout n'est pas accessible, tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. On a beaucoup de choses sur l'Inde parce qu'on reçoit beaucoup de projets sur l'Inde. Et aujourd'hui, je ne peux que essayer de freiner cette indiomanie, on va dire. Hein. Dû à quoi ça, justement, que l'Inde soit si présente? Ouais, parce que c'est un continent tellement extraordinaire. Moi, j'étais plusieurs fois en Inde. Je suis allé avec mes copains d'enfance aux sources du Gange à moto et c'était un voyage tout à fait extraordinaire. Et voilà, et les gens qui tombent en amour dans ce pays, bah, ils ont évidemment des choses à raconter. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais moins publier sur l'Inde, même si il y a des choses en cours, du fait que l'Inde ait été invitée d'honneur au Salon du Livre de Paris en mars 2020, salon annulé, reconduit en 21, et on a donc des publications en cours sur ce beau pays. Je vous donne un exemple précis. Il y a un auteur que j'ai rencontré, lui, au Japon. On a bien discuté, on a bien sympathisé, et puis il est venu me voir il y a quelques semaines en disant « Marc, il y a quelque chose qui ne va pas t'intéresser, mais pourquoi pas ?» Il veut faire un livre sur la Micronésie. Alors, Kesako, oui, donc la Micronésie, il m'a un peu raconté l'affaire. Donc, c'est une myriade d'îles perdues au large du Pacifique. Et il m'a dit, il y a deux arguments incroyables sur ce continent, sur ce lieu-là. C'est la plongée, c'est le spot des plongeurs. Et c'est le cimetière de tous les matériels de la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui ont été coulés là, et donc c'est un spot, ce que je ne savais pas. Et donc ce métier-là me permet de découvrir des lieux, des gens, des thèmes, des thématiques, des choses tout à fait incroyables. Donc j'en suis... Et donc là, concrètement, comment ça se passe? Donc là, vous allez accepter de faire le projet et il a son contrat chez lui. D'accord. Et donc ça se fait comment? C'est-à-dire c'est lui qui va vous apporter les photos, le texte? Comment Il vous va travaillez? le texte et puis après on va travailler ensemble parce que je vais trouver que c'est trop long ou pas assez, je vais trouver qu'il manque ci ou ça et on va discuter en bonne intelligence pour arriver au meilleur résultat possible. Ce ne sera pas un texte majeur, hein, ça ne va pas faire 800 pages, mais ça va être un témoignage sur quelque chose que les gens ignorent profondément, comme moi je l'ignorais il y a quelques semaines encore. Donc c'est un peu ça le processus de la maison. De même, je vous donne un autre exemple sur deux livres qui me tiennent à cœur. J'ai rencontré une fille qui s'appelle Florence Vatin. On a discuté. Elle était toute timide, un peu rentrée. Et puis elle a une passion incroyable. C'est les animaux. Et donc c'est pas pour aller les voir aux zoos, c'est pour aller les voir chez eux. Et notamment les ours polaires. Donc les ours polaires chez eux, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et on a beaucoup discuté tous les deux. Et on en est arrivé à, et c'est elle qui a trouvé ça, hein, elle s'est dit, mais si moi je me mettais à la place de l'ours polaire, et si je racontais à la première personne en disant moi, ours polaire, tout ce que l'homme me fait subir, parce que là, il y a une documentation, il y a une bibliographie tout à fait conséquente à la fin, hein, donc il y a quelques photos, voilà. Et c'est une démarche pour expliquer, voilà, nous les ours, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on subit, quel est notre avenir, quel est notre rapport à la Terre et à l'humain. Ça pour les ours, ça pour les loups, et dans mon ordinateur en préparation, il y a les baleines. Voilà, allez voir les baleines. Moi, je les ai vues à Tadoussac au Québec. Elle les a vues et revues dans beaucoup d'autres endroits. Voilà, ce sont des histoires de passion, ce sont des histoires... et là, on a essayé de faire quelque chose de très précis, de scientifique, mais pas d'emmerdant, pardon pour l'expression, avec un tout petit peu, entre guillemets, d'humour, parce que ce n'est pas forcément drôle comme situation, mais pour que le lecteur ne se sente pas plombé par une lecture qui va lui dire que c'est la fin du monde. Ce n'est pas le thème. Donc, c'est des histoires de rencontres. En fait, vous éditez des gens parce que la rencontre a eu lieu et que vous avez envie de rentrer dans le projet. On est d'accord. Je ne publie que des gens que j'ai envie de publier parce qu'on a envie de partager quelque chose. Et ce partage-là, c'est un livre, c'est un ouvrage, c'est un projet, c'est quelque chose qui se construit. C'est une vraie relation avec beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié.
et beaucoup de respect. Voilà. Et moi, mon seul rôle là-dedans, c'est de donner à tous ces gens-là l'objet le plus adéquat possible par rapport au fond qu'ils ont à transmettre. Voilà. Et c'est un vrai travail partagé et qui dure. Voilà. Il y a des auteurs avec lesquels j'ai fait 6, 7, 8 livres parce qu'on s'est très bien entendu. Alors, vous êtes un éditeur indépendant, ça c'est très important. Comment on fait aujourd'hui pour, j'ai envie de survivre dans ce monde un peu cruel des éditeurs avec les gros groupes? Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez justement à sortir la tête de l'eau? Comment vous démarquez? Quel est votre plus? Alors, ça, c'est une vraie question. En fait, on bosse tout le temps, hein, chacun son rythme, mais on bosse tout le temps. Je pense qu'on n'est pas mauvais vendeur et on participe à beaucoup de salons du livre en tant qu'exposant, en tant que libraire, en tant qu'éditeur libraire, en tant qu'auteur également. On essaye d'avoir un marketing lié à nos livres qui ne soit pas trop nul. Mais on a constitué au fur et à mesure du temps un réseau, à telle enseigne même que depuis 2012, on est maintenant 10, moi je suis un des 3 fondateurs de ça. On a monté une association qui s'appelle l'Union des éditeurs de voyage indépendants. D'accord. On est 10 éditeurs de voyage indépendants. Voilà, donc ça s'appelle l'Union des éditeurs de voyage indépendants. C'est très très fort. Et à tous les 10, on a 1600 ou 700 titres sur le thème du voyage. Et dans ma librairie ici à Paris, rue Ramée au 34, Paris 18e, venez, je n'ai pas d'autres livres que les livres de ces 10 éditeurs. Mais par contre, quand les clients rentrent et qui me demandent, par exemple, est-ce que vous avez quelque chose sur l'Ouzbékistan? J'en ai 5 ou 6 à leur proposer tout de suite. Est-ce que vous avez quelque chose sur le Cambodge? J'en ai 20 à leur proposer tout de suite. Est-ce que vous avez quelque chose sur... Voilà. Donc la démarche, elle est comme ça, c'est qu'on a monté quelque chose qui est fédérateur d'une idée et on commence à se débrouiller. Tous les 10, là, on a eu des prix à droite à gauche, on a des gens qui nous défendent, qui nous soutiennent, qui nous relaient. Voilà, on essaye d'être dynamique, d'être tonique, et on a vraiment des choses à dire et à faire valoir. Donc, on bosse, on ne se plaint pas, on est indépendant avec ses joies et ses difficultés, mais ça tient debout. Alors, vous êtes éditeur d'un côté, mais vous êtes aussi auteur. Je voudrais dire à nos amis lecteurs qui nous écoutent, Marc a écrit un livre qui s'appelle Le Tour du monde en 80 livres, qui a connu un certain succès. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre-là, exactement? Alors, très volontiers. Ça, c'est un livre, alors je vais vous le montrer. Hop, voilà, il est là. Le Tour du monde en 80 livres. Moi, j'ai eu la chance de le vendre, hein, de vendre ce livre. Ah, bah, ça me fait bien plaisir. Merci. Je ne savais pas que c'était vous qui l'aviez écrit, vous voyez. Maintenant, c'est bien. C'est un livre, effectivement, qui n'a pas eu un gros succès commercial, mais qui a eu un vrai succès d'estime. C'est-à-dire que tous les retours que j'ai eus étaient extrêmement positifs. J'ai voulu, et c'est lié aussi à la démarche initiale de la création de la maison, j'ai voulu rendre hommage à 80 livres qui traitent du voyage et qui, quelque part, font l'ADN de la maison d'édition. J'ai voulu en raconter l'histoire, j'ai voulu en raconter les auteurs, j'ai voulu en raconter la genèse et de ranger ces 80 livres en 22 chapitres thématiques. Alors, il y a un chapitre, par exemple, sur l'attente, qui est dans le thème du voyage, qui est paradoxal, mais très important. Il y a un chapitre sur les îles, il y a un chapitre sur « Nous sommes tous de grands enfants », il y a un chapitre, voilà, il y a 22 chapitres comme ça qui sont des thèmes. Il y a un chapitre sur la saga des familles, par exemple. Quelqu'un qui me demande un conseil de lecture pour aller en Inde, au lieu de lui proposer un guide de voyage aussi bien soit-il fait, je vais lui conseiller la lecture d'une auteure indienne qui s'appelle Arundhati Roy, qui a écrit Le Dieu des petits riens, qui à mes yeux est un chef-d'œuvre. Je vous suis. Et ce chef-d'œuvre-là, il décortique le système des castes en Inde. Et pour moi, c'est la vraie façon de voyager, c'est d'essayer non pas de se projeter, moi voyageur, j'ai mis le pied là et là, ça ne m'intéresse pas du tout,
Par contre, moi, voyageur, j'ai pu trouver ça qui m'a fait comprendre ça. Ben là, je trouve que c'est fort, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est un peu la façon c'est l'explication de tout ça en 22 chapitres sur 80 livres. Deux autres exemples. Un hommage aussi à Romain Gary, qui est un des plus grands écrivains français du XXe siècle, ça c'est évident, mais qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Les Racines du ciel, qui se passe en Afrique. Moi, j'ai travaillé en Afrique avant de faire ce métier. J'ai travaillé 3 ans en Afrique et Les Racines du ciel, c'est un chef-d'œuvre, un sacré chef-d'œuvre. Et donc, voilà. Et d'en parler là, moi, je sais qu'il y a un de mes amis qui m'a dit « Ah, mais je ne l'ai pas lu celui-là. » Il a lu ce que j'ai écrit dessus. Il m'a dit, une fois que je l'ai vu, il m'a dit « Tiens, regarde ce que j'ai acheté. » Donc, grâce à moi, entre guillemets, il a acheté ce livre et il a eu une lecture qu'il n'aurait pas eu forcément. Donc ça, c'est pour moi. J'ai envie de dire que les références que vous donnez dans ce livre, elles sont très pointues et inhabituelles. Et justement, ça donne envie de le lire. Parce que moi, je l'ai feuilleté puisque je le vendais. Et c'est vrai que la façon dont vous parlez des livres et des pays est atypique et donne vraiment envie. Après, bon, moi, j'ai pas voyagé autant que vous, mais c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de lire, non seulement les livres dont vous avez parlé, mais d'aller découvrir les pays d'une autre façon. C'est vrai qu'on a un autre regard et c'est vrai qu'on se dit, au lieu d'acheter un guide tout bête, que ce soit un petit futé, un routard, bon, là je cite des marques, mais il ne faudrait pas, mais je trouve que je vous rejoins en disant que souvent, quand on dit lisez plutôt ce livre, vous allez voir le pays autrement et c'est comme ça qu'on a la racine. Je trouve que c'est plus intéressant. Moi, j'ai bien aimé ce livre pour ça. Eh bien, écoutez, mille merci. Comme vous m'avez posé la question sur mes écritures, j'en ai sorti un deuxième en 2015 qui s'appelle « Il pleut des mains sur le Congo », rapport à mes séjours répétés africains. Et en 2015, il a eu aussi son petit succès. C'est une étude sur la colonisation belge au Congo, Kinshasa. J'ai fait des conférences sur le sujet en Belgique. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on en parle beaucoup en ce moment. J'ai même fait une télé il y a 15 jours sur TV5. Le roi de Belgique a présenté ses regrets, pas encore ses excuses, a présenté ses regrets la semaine dernière au peuple congolais. Et il y a même cette semaine une commission d'enquête parlementaire en Belgique qui se penche sur cette colonisation. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Là, j'ai voulu rendre hommage à tous ces personnages qui ont parlé des exactions de Léopold II au Congo pendant 20 ans, 1885 et 1908, pour être précis, et qui se sont exprimés sur ce sujet-là pendant que ça se passait. Et petit livre qui a eu aussi pas mal de succès. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire? Parce que vous avez eu quand même le temps vous êtes éditeur d'un côté, mais vous avez quand même le temps d'écrire des livres. Ça se passe comment? Alors, quand j'ai un sujet qui me titille, je sais qu'il ne faut pas que je sois pressé. Voilà, je ne veux pas être pressé. Par contre, je me documente énormément. Quand on est éditeur ou libraire, on lit beaucoup. Hein, donc, après, il faut orienter ses lectures, ses choix. Donc ça, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et j'ai essayé d'en faire une petite synthèse en amenant une forme d'analyse et de valorisation de ceux qui se sont opposés à ce qui se passait à l'époque. Donc ça se passe comme tous les gens qui essayent d'écrire sur des sujets un peu compliqués. Faut prendre son temps, il faut se renseigner, il faut tourner 777 fois sa langue dans sa bouche avant d'écrire une connerie. Et voilà, c'est un livre qui, là encore, m'a valu des compliments tout à fait étonnants. Voilà. Et le prochain, je le sors au mois d'octobre qui vient. C'est une biographie de Ho Chi Minh. Alors, le Vietnam, c'est ma deuxième passion. J'y suis allé une bonne vingtaine de fois. Et le paradoxe, c'est que Ho Chi Minh, il est connu comme un espèce de sanguinaire communiste qui aurait absolument tout détruit. L'homme n'est pas du tout l'image qu'on en a aujourd'hui. C'est un francophone, un francophile. Et ce n'est pas lui qui a déclenché la guerre, c'est nous autres Français. Alors, je rentre beaucoup dans le détail de cette biographie, qui est une biographie un peu atypique, puisque je parle de Ho Chi Minh à la première personne. J'ai retrouvé les carnets intimes de Ho Chi Minh,
dit je et qui explique tout son parcours. Là aussi, j'ai mis une bonne dizaine d'années à concevoir ce livre, à l'écrire. Voilà. Il sort en octobre. Il sort édité dans les éditions Magellan Compagnie. Il sort chez moi. Voilà. Et comme ça va me permettre de préparer le 4e et le 5e qui sont déjà en route. Alors moi, j'ai une question toute bête. Qu'est-ce que vous reprochez au guide de voyage pour ne pas en éditer vous-même? Rien? C'est parce que ça ne vous intéresse pas? Vous en achetez, vous, ou pas du tout? Moi, je n'ai strictement rien à leur reprocher. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, ils sont bien faits, très bien faits, avec beaucoup d'énergie, tout ce qu'on veut. Mais bon, comment dire, éditeur de livres de voyage, je fais une différence assez marquée entre le tourisme et le voyage. D'accord ? Quand je voyage, en général, je prévois pas grand-chose. Quand je suis allé au Sri Lanka il y a 2 ans, j'ai réservé 2 nuits d'hôtel en arrivant et c'est tout. Voilà. Et donc, après, ça se construit. Alors, je savais ce que je voulais faire, vers où je voulais aller, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas à quel rythme, je ne savais pas tout ça. Donc c'est une façon peut-être atypique, mais encore que pas tant que ça, de voyager. Et ça permet de construire son voyage en le faisant. Et moi, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Cette forme de tranquillité. Quand on est bien quelque part, autant y rester. Quand on n'est pas bien quelque part, autant en partir. Voilà, c'est raison, oui. Aussi simple que ça. Donc, les guides, tant mieux si ça pousse les gens à voyager, à les rencontrer les uns les autres, à essayer de sortir d'eux-mêmes. Et là, je vais juste insister là-dessus parce que c'est lié aussi à l'édition. Cette différence entre le tourisme et le voyage. On reçoit beaucoup de projets qui disent « Moi, je suis le nouvel aventurier, j'ai pris le train pour aller de tel endroit à tel endroit. » Ça m'intéresse pas beaucoup. Hein. C'est la limite de l'exercice, on va dire. Et ça, c'est plutôt une vision de touriste, une vision de voyageur. C'est quelqu'un qui va plutôt regarder autour de lui plutôt que de se regarder lui-même. Voilà, c'est ça, et peut-être que la façon de voyager est induite par ce genre de choses. Non, mais vous avez raison. Parfois, on voyage beaucoup plus avec des beaux livres de voyage qu'avec un guide tout bête en lisant, comme tous les guides qui sont formatés avec la population, la superficie, tout ce qu'on doit manger. C'est vrai qu'on apprend plus en voyant souvent des belles photos ou des belles illustrations et en ayant un texte explicatif à côté que je suis d'accord avec vous. Après, mais Après, c'est plus pratique peut-être d'avoir un petit guide de voyage que d'emporter un grand livre de voyage en voyage. Voilà, tout est bon. Hein, tout est bon. Après, tout est d'une question de personnalité. Je vous montre 4 petits livres d'une collection que j'aime beaucoup, que j'ai montée avec le magazine Géo. Ouais. La collection s'appelle Eureticum. Ulysse. Et c'est une collection sur les récits des premiers écrivains voyageurs. Alors, je ne sais pas si on les voit beaucoup bien. Nous, on les voit très bien. Encore, l'Irlande, qui est signé Maupassant. Il y en a un sur l'Orient Express, qui est le document, le récit du voyage inaugural de l'Orient Express. Un texte incroyable de Tocqueville sur l'Irlande, qui est une merveille, et peut-être le plus beau texte de Pierre Loti sur Angkor. Et cette collection-là, je l'ai montée en 2004 avec Géo. Elle compte 95 titres à ce jour. Le dernier paru en mars, c'était sur Séoul. Et donc, le principe est tout bête. Hein. C'est ce texte de Maupassant qui m'a inspiré la collection. Sur la Sicile, il n'y a rien de meilleur. Tous ceux qui veulent partir en Sicile, il faut absolument lire ça. C'est fabuleux. Et l'idée, c'est que des textes écrits entre 1820 pour les premiers, 1920 pour les derniers. On s'arrête volontairement à la Première Guerre mondiale et on découvre les pays par les yeux neufs de ces nouveaux voyageurs pour qui le tourisme n'existait pas encore. C'est incroyable.
Donc là, cette collection, c'est une ville et un auteur, c'est ça? Et C'est un auteur, un la lieu. création. Voilà. Un D'accord. auteur, un lieu. Ah oui, un lieu, pas forcément une ville. Ça peut être un pays aussi, d'accord. Voilà, un train. Il y a Oui, oui, il y a un truc l'Orient sur Express, Express. qui est le premier train transnational. Mm. Et la narration de Edmond About, qui était un écrivain très connu à l'époque, est tout à fait étonnante parce que on voit la vie dans le train, on voit le champagne coule à flot, il y a les arrêts en gare, il y a les changements d'itinéraire, c'est un texte fabuleux, vraiment fabuleux. Et c'est évidemment le mythe de l'Orient Express, mais de l'intérieur. Parfait. J'aurais que Frédéric. J'arrive au bon moment, le champagne coule à flot, paraît-il. Ou Agatha Christie, je ne sais pas, peut-être la relation. Voilà, moi j'ai un train que je rêve de prendre, je ne sais pas si tu as fait ça, Marc, c'est le Rovos. Et non, pas encore, pas encore. Alors, C'est le quoi ce Rovos, train? alors il traverse, alors il part d'Afrique du Sud, enfin il va aux chutes du Niagara, Ah oui, aux chutes du Niagara, aux chutes non, Victoria, je Victoria. veux dire. Non, mais Oui, oui, il traverse l'Atlantique sinon. Donc, en fait, il fait un trajet, alors qui est un peu controversé parce que parfois il y a un peu des guerres dans ce coin-là, donc c'est un peu compliqué pour eux. Mais c'est comme un Orient Express avec le décor Agatha Christie. Voilà. D'ailleurs, il reste quoi? Il reste le Venise, là ou pas? Alors, il y a plusieurs parcours, hein. Donc, l'Orient Express est encore en circulation. Oui. Il y en a qui partent de l'Europe du Nord, qui passent par Venise, qui vont à Istanbul. Il y a plusieurs trajets. Et Parce qu'il va plus la en Syrie. compagnie de l'Orient Express existe et vend ses billets à Ah bah, c'est cher. C'est à- très cher. C'est un très beau cadeau. voilà. Euh, 7 euros, alors, pour 7 euros, vous pouvez faire un voyage extraordinaire, hein. alors, Mais ça, c'est ça, c'est en sûr. fait, ce qu'il y a de bien, C'est un c'est texte que 7 extraordinaire. euros. Voilà. la collection n'est pas chère du tout, c'est vrai. Et en plus, le format est idéal, je trouve. Exactement. Ça se met dans sa poche et pour les Parisiens, ça se lit dans le métro. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un Ouigo et on met dans sa poche l'Orient Express. Et on le lit dans le. Et on le lit. Et là, on oublie où on est. Je vais vous raconter une anecdote, là, juste entre parenthèses. Mon grand-père, quand il était petit, sa grand-mère l'amenait en gare de Caussade, donc toute petite gare, hein. Ils montaient, hein, ils étaient habillés, ils avaient des valises. Il ouvrait le guide bleu, il leur lisait tout un chapitre sur les Pyrénées, et ils redescendaient et ils repartaient chez eux. C'est génial, non? C'est très bien. C'est exactement ça. C'est ça Bah, qu'on est justement, de faire. dans cette idée-là, il y a une question de Joyce qui demande pour Soir, qu'en est-il du voyage en France? Ah oui, c'est vrai. Alors, le voyage en France, ça tombe bien. Ça Quel existe, enchaînement. C'est un très bon libraire, hein. c'est ça. Alors, le voyage en France, j'ai monté il y a 1 an et demi une petite collection que j'ai intitulée Pour l'amour de. Je tournais autour du voyage en France depuis 5-6 ans. Et la collection s'appelle Pour l'amour de. Et je demande aux auteurs, en une petite centaine de pages, d'expliquer pourquoi et comment ils aiment ce lieu de France-là. Il y en a un sur les calanques. Il y en a 16 aujourd'hui. Il y en a 8 qui auraient dû paraître au mois d'avril 2020, qui ont été décalés au mois de mars 2021, pour des raisons que personne n'ignore. Celui sur les calanques de Laurence Couquiot, qui a passé toute sa jeunesse dans les calanques, et c'est là qu'elle a appris la plongée. Elle est devenue plongeuse professionnelle, elle est publiée chez Actes Sud, elle est publiée, voilà, c'est une fille super. Et elle raconte son amour sur les calanques, et tous ceux qui s'intéressent aux calanques, eh ben, ils vont découvrir une passionnée de cet endroit. De même, Claude Vautrin, que j'ai rencontré dans un salon, lui, c'est le spécialiste des Vosges et il fait un portrait de cet endroit. Voilà, ça donne envie d'en savoir plus, de rencontrer les gens, de rentrer dans cet espace à la fois minéral et végétal que sont les Vosges. Donc, c'est tout à fait intéressant. Le Keras de Patrice Favaro, qui est un auteur jeunesse, lui, sa passion, c'est l'Himalaya et il s'est installé dans le Keras. Alors, Keras, il y a des options, on va dire. Et il s'est installé là et ce qu'il en raconte, c'est très, très beau, c'est très, très sensible. C'est où le Keras, d'ailleurs? C'est dans les Alpes du Sud. D'accord. Voilà, il y a des paysages absolument fabuleux et
Voilà, donc il y a 16 volumes dans cette collection, 8 à paraître. Donc alors l'ambition, c'est de couvrir toute la France, mais quand on sera à 300 titres, on verra. Mais là, pour l'instant, il y en a 16. Alors, autre question. Justement, du coup, on balaye un peu la planète. Existe-t-il quelque chose sur Malte? Alors, Malte, pas encore. C'est en projet dans cette collection-là. Ça va venir, un peu de patience. Bon, et alors on me demande, avez-vous un livre sur le Gabon? Votre livre Le Tour du monde en 80 livres m'attire, je le note. Eh ben, c'est bien gentil. Oui, on a un livre sur le Gabon. Alors ça, c'est pareil, c'est pas tout à fait évident d'avoir des narrations sur ce pays que par ailleurs j'ai eu l'occasion de fréquenter à plusieurs reprises. Chronique du Gabon, ça s'appelle. Et j'ai rencontré son auteur un peu par hasard. Et c'est un an d'observation de la vie quotidienne au Gabon pendant que sa compagne, elle, travaillait à l'hôpital de Lambaréné. Et donc lui, c'est un motard, il se baladait pas mal. Et donc c'est choses vues, choses lues, choses entendues, choses humaines sur le Gabon, avec pas mal de photographies en noir et blanc à l'intérieur de la narration. Voilà, et est-ce que vous avez des livres qui retracent le voyage à travers la cuisine aussi, ou pas du tout? Alors, on a sorti 2 livres sur la cuisine. Un qui s'appelle La table du Cambodge, avec une Cambodgienne qui tient 2 restaurants à Paris, un près de l'Opéra, un dans le 15e, donc c'est ses recettes à elle. Et pour ceux qui connaissent un peu le Cambodge, bah, la gastronomie, c'est juste fabuleux, parce que c'est des nuances de goût incroyables. Voilà. Et donc, c'est un très beau livre sur la cuisine du Cambodge. Et on vient d'en sortir un autre qui s'appelle Cuisine d'ailleurs. Là, pour le coup, c'est un carnet dessiné. On l'a fait avec l'association La CIMAD qui s'occupe des réfugiés. Et c'est les recettes des réfugiés venus s'installer en France et qui amènent les recettes de leur pays. Cuisine d'ailleurs, qui vient de sortir. Et c'est un très joli, très émouvant livre de partage par la cuisine d'un certain nombre de coutumes et de... Oui, c'est humain, voilà, c'est humain. Est-ce que, c'est un peu une question piège, mais pas trop quand même, est-ce que pour toi, le voyage a beaucoup changé? Est-ce que c'est encore possible de vivre de l'aventure dans le voyage? Parce que quand on lit les récits des écrivains voyageurs, c'était une aventure extraordinaire de voyager. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le tourisme de masse, je dirais, est-ce qu'on peut encore avoir des aventures? Oui, sans aucune hésitation, je réponds oui à cette question. Alors c'est différent parce qu'on prend l'avion et en 10 heures, on a atterri à Delhi, ou en 12 heures, on atterrit à Delhi. On atterrit en Afrique du Sud, on atterrit en Amérique du Sud, on atterrit n'importe où. On atterrit en Laponie. Oui, mais bien sûr que l'aventure est possible. L'aventure, elle est d'abord humaine, hein, donc c'est rencontrer les gens. Moi, je travaille à Montmartre. Montmartre, c'est très joli, mais la place des Tertres, une fois qu'elle est bourrée de monde, il suffit de faire 50 mètres et il n'y a plus personne. Donc, le tourisme de masse, c'est un petit peu ça. C'était l'image. Quand on va en Inde, par exemple, quand on va en Asie du Sud-Est, quand on va en Afrique, oui, et quand on va en France, oui, l'aventure est possible. Hein. Il faut savoir avec qui on part, il faut savoir comment... C'est très important ça, avec qui on part. Parce que l'aventure peut être là aussi. Hein. Avec qui on revient aussi. Et après, il y a plusieurs types d'aventures, mais oui, bien sûr, la découverte, elle est humaine. Hein. Voilà, elle est humaine. Et le monde n'est pas uniforme, loin s'en faut. Loin s'en faut. Après, il faut être précautionneux. Il y a 20 ans ou 30 ans, aller au Cambodge, c'était insupportable. C'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, il y a aussi des choses qui changent de façon radicale. Donc,
Aujourd'hui, aller dans des pays en guerre, c'est pas conseillé. Maintenant, tous les pays sont pas en guerre non plus. Quel est, Le Cambodge est un bon exemple là-dessus. quel est le pays qui te fait fantasmer alors? Parce que j'imagine quand on publie des livres de voyage tous les jours, on n'en fantasme plus sur grand-chose. Ou alors, c'est le contraire. Ah, si, parce que c'est insatiable. C'est le paradoxe, c'est que depuis 20 ans, ma curiosité n'a pas été entamée ou entachée. J'ai toujours le même enthousiasme. Et quel est le pays qui me fait fantasmer? J'ai pas la volonté d'aller partout. Ça m'intéresse pas. J'ai la volonté d'aller dans des endroits où j'ai envie d'aller. C'est pas pareil. J'ai pas du tout le côté avec cette expression détestable. J'ai fait le. T'as rien fait du tout, mon gars. T'as passé 3 jours dans tel et tel endroit. T'as rien vu, t'as rien compris. Donc j'ai pas fait quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels je ne suis pas allé, qui me plairait d'aller découvrir. L'Afrique du Sud, par exemple, je ne connais pas. Le Rebos, on y revient. J'ai beaucoup travaillé en Afrique francophone, dans des pays que j'ai beaucoup aimés, par exemple le Burkina Faso, qui est un pays extraordinaire, avec des gens extraordinaires, et c'est surtout les gens qui sont extraordinaires. Donc, voilà. Après, j'ai beaucoup plus tourné en Asie du Sud-Est, qui est vraiment une région que j'ai adorée. Là, j'ai moins envie d'y aller parce que c'est pas que j'en ai fait le tour, loin s'en faut, mais j'y suis beaucoup allé. Il y a beaucoup d'autres endroits. Je n'ai pas mis les pieds en Islande pour l'instant. J'aimerais bien aller faire un bon tour dans ces pays du Nord que je connais un peu, mais pas l'Islande. Même si je ne suis pas attiré a priori par le froid. Ouais. Il y a plein d'endroits, plein d'endroits. Et puis la France aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, est un excellent exemple. On est en France. Est-ce qu'on voyage en France? Est-ce qu'on connaît la France? Il y a plein d'endroits extraordinaires en France. Donc, c'est peut-être l'occasion de découvrir des endroits, des gens, des modes de vie qu'on ne soupçonne pas. Et le premier pays dans lequel tu es allé, petit ou Grèce, grand d'ailleurs? Celui qui m'a vraiment impressionné, c'était la Grèce. Oui. La Grèce. Ouais. La Grèce est la matrice de notre civilisation occidentale. Je ne peux pas parler pour les autres, mais à nous, ou à moi en tout cas, et à évidemment beaucoup d'autres, la matrice, c'est la civilisation occidentale. Est-ce que il y a un jour où tu t'es posé dans un pays en disant mais là, en fait, je suis chez moi là, j'aimerais habiter là? Cambodge. Ouais. Ouais. J'y suis allé beaucoup. Là, j'y vais moins parce que la dernière fois que j'y suis allé, je suis retourné dans des endroits que j'avais vus il y a quelques années auparavant. Et ils avaient coupé tous les arbres et ils avaient... voilà, ça m'avait fait assez mal au cœur et j'ai pas envie de vivre la déception qui va s'accélérer, quoi. Voilà. Alors, il y a une question qui vient d'arriver là. Est-ce que des rencontres de personnes au hasard en France vous ont incité à aller voyager dans le pays de ceux qui vous en ont parlé? Évidemment. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Il y a quelque chose. Alors, moi, je suis allé, par exemple, grâce à un de mes amis, à Taïwan et à Singapour. Alors, à Singapour et à Taïwan, dans cet ordre-là. Sans cet ami, j'y serais, je pense, jamais allé, à tort. À Singapour, on a tous en tête des idées, des images de Singapour. Or, franchement, ça ne ressemble pas du tout à l'image que j'en avais moi avant d'y aller. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. Et puis à Taïwan, quelle drôle d'idée d'aller à Taïwan. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une île, c'est une civilisation. C'est bizarrement un pays qui n'existe pas administrativement parce que les Chinois ne veulent pas en entendre parler. Donc, la France n'a pas d'ambassade à Taïwan, ce qui est quand même incroyable. La France et tous les autres pays. C'est un pays qui n'existe pas. Mais aller à Taïwan, il y a des gens, il y a une histoire, il y a vraiment quelque chose
de tout à fait passionnant à faire. Alors, tu m'invites, j'ai eu un livre traduit en taïwanais. Alors, je ne sais même pas où est mon nom et où est le titre du livre sur la couverture. ouais. Et tout est à l'envers, c'est vachement. Mais c'était très séduisant, j'aurais adoré. Mais en fait, on n'était pas invités. Voilà. Donc, c'était une sortie sans invitation. Donc, ça sera une autre occasion, je pense. Les Taïwanais sont francophones, francophiles, grands lecteurs, curieux. Les musiciens aussi. Les musiciens, il y a une vraie culture et puis il y a une tranquillité de vie, une tranquillité d'âme qui est très étonnante. Voilà. La musique est importante quand tu voyages ou c'est pas une de tes priorités? C'est pas une de mes priorités, mais c'est toujours bienvenu. Je me souviens de m'être retrouvé au milieu d'un mariage en Inde. C'était juste extraordinaire. J'avais strictement rien à faire là, hein. Mais fabuleux, fabuleux. Et avec toutes ces couleurs, tous ces gens, les jeunes, les vieux, c'était extraordinaire. Et musicalement, la musique indienne, alors, dans son salon, c'est pas évident. Dans un mariage, c'est magique. C'est exceptionnel. Voilà. Il y a des sonorités, en fait, que nous, on n'est pas du tout habitués à entendre. Je sais, par exemple, que les bébés indiens entendent 27 i différents. Alors là, oui, après, on rentre dans les problèmes. Sur le langage, hein. J'interviens sur le langage et sur le cerveau. Alors, on a un participant ou une participante, je ne sais pas, qui est impressionné par la Corée. Corée du Sud, du Nord, Alors, Corée, on vient de sortir un livre sur Séoul, qui est donc là, disponible dans les meilleures librairies de France. Je vous rappelle quand même au passage que la page sur notre site Un endroit où aller, qui parle des éditions Magellan et compagnie, est directement reliée au site des éditions Magellan. Voilà. Merci. Et sur la Corée, on a sorti, alors ça me permet de vous présenter une autre collection, même si le volume Corée ne figure pas dans les 4 qui sont là, mais il existe, hein, Nouvelles de Corée. Ça, c'est une collection que j'ai montée à l'origine avec le magazine Courrier International. Et il y en a 44 à ce jour. Le principe, c'est 5 ou 6 auteurs du pays qui parlent du pays. C'est un principe tout bête, tout simple. C'est que des contemporains. Donc, j'ai monté la collection avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Pierre Astier, qui est le directeur de la collection, qui était le fondateur des éditions du Serpent à Plume, qui est maintenant agent littéraire. C'est ça, oui. Et qui a eu le award du meilleur agent international l'année dernière à Londres. Et donc, c'est son dernier travail. 118e aussi, d'ailleurs, Pierre Astier. Et c'est son dernier travail d'édition en tant que tel, d'être directeur de collection de cette collection-là, qui s'appelle Les Miniatures. Et voilà, on met en valeur 6 auteurs du pays et on essaye d'être représentatif avec des jeunes et des moins jeunes, des connus, des moins connus, et que ce soit équilibré homme-femme, on va dire, pour avoir des voix différentes. Et sous forme de nouvelles, à 6, c'est très intéressant de rentrer dans la littérature du pays et dans l'ambiance du pays aujourd'hui vue par ses propres auteurs. J'ai une cliente dans ma librairie qui est venue un jour me dire « J'adore votre collection. Je l'adore parce qu'elle est inégale. » Alors j'étais d'abord un peu interloqué. En fait, elle a raison. Elle a 100% raison parce qu'on peut aimer un texte et pas le suivant, mais c'est pas grave. Voilà. Et on peut aimer un style d'un auteur et pas le suivant, et c'est pas grave. Donc on peut, grâce à ça, rentrer aussi dans l'œuvre d'un certain nombre d'auteurs. Je vous donne un exemple. Sur Cuba, moi j'ai découvert et lu, grâce à cette collection, Leonardo Padura, qui est un des grands écrivains cubains. Sur l'île Maurice, une femme que j'adore, qui est Ananda Devi, avec laquelle j'ai fait j'ai publié d'autres textes d'elle dans d'autres volumes. Voilà. Donc là, je vous montre le Pérou, je vous montre la Suède, qui est absolument remarquable. Je vous montre la Bretagne pour tous nos amis en France, et la Corse. Voilà. Donc, c'est des pays en tant que tels, avec des auteurs corses qui parlent de Corse, ou des auteurs bretons qui parlent de Bretagne, et des auteurs coréens qui parlent de Corée. Voilà, pour répondre à la question.
Donc, Dernière question, as-tu voyagé en Birmanie et si oui, quel est ton regard sur ce pays? C'est Philippe qui demande ça. alors, sur la Birmanie, oui, j'y suis allé 4 ou 5 fois. Et le regard que j'ai, il est paradoxal. Alors, pardon pour ceux que ça choquera peut-être. La dictature a eu du bon, dans le sens où, jusqu'à il y a 10 ans, ça a sûrement changé, tout a été conservé dans son jus, quelque part. Alors, les gens ont beaucoup souffert, évidemment, mais la Birmanie, c'est un pays, c'est le pays sous influence anglaise, comme les autres pays d'Asie du Sud-Est sous influence française. C'est un pays extraordinaire, avec des gens extraordinaires, avec des couleurs extraordinaires, et avec un des lieux cultuels, moi qui ne suis pas du tout croyant, avec un des lieux cultuels qui m'a le plus ému, qui est la Shwedagon, la grande pagode de Rangoon, de Yangon, dit-on maintenant, et ce qu'on disait avant, donc Yangon, au Myanmar. Oui, allez en Birmanie, allez en Birmanie, allez voir, c'est un pays plus que attachant, c'est franchement fabuleux. Hein. Donc, quoi vous dire d'autre, hein? Est-ce qu'il y a un pays où il ne faut pas aller? Parce que vous dites, il y en a plein, des pays en guerre déjà. Oui, non, c'est d'accord. Mais vous avez été déçu peut-être, je ne sais pas. Non, celui où vous ne sentez pas bien, il ne faut pas y aller. C'est tout. Ouais. Mais après, il n'y a pas d'exclusif là-dessus. Hein. Eh ben, c'était un voyage magnifique. Merci beaucoup, Marc. Et Merci à vous. voilà, de nous avoir présenté tous ces livres qui ont donné et envie de lire et envie de voyager. Je repasse la parole à Nathalie qui va nous parler pas de demain, parce qu'il n'y a pas de rencontre demain. Non. Donc déjà, je voudrais dire aux amis lecteurs qui peuvent aller voir Marc dans sa librairie qui est rue Ramée au 34, si on a bien compris, dans le 18e. Exactement. Ça, c'est pour les fans à Paris. Après, vous pouvez, à Paris, voilà. Après, vous pouvez trouver tous ces livres dans les bonnes librairies, comme a dit Marc. Donc voilà, n'hésitez pas, les livres de voyage, voir le voyage autrement. Donc effectivement, demain, il n'y a pas de rencontre, c'est relâche. Par contre, on se retrouve dimanche en direct de Londres, où nous aurons la joie de recevoir Lucie Paille, qui sera interrogée par la libraire de la librairie française La Page à Londres. Donc rendez-vous à 19h dimanche. Ben, je vous souhaite une belle soirée, Marc, Frédéric, dimanche. Belle soirée. Merci à vous, merci beaucoup et belle soirée.